Mémoire pour servir à l'histoire de la Révolution de Saint-Domingue. Par le lieutenant-général baron Pamphile de la Croix. Chapitre 1er. Avant-propos. Aspect moral de Saint-Domingue, sous l'Ancien Régime. Cause de la presque unanimité des sentiments pour les innovations politiques. Premiers effets de la Révolution. Ivresse générale. Opinion des fonctionnaires pour l'entière émancipation des sans-mêlés. Députation des hommes de couleur à la barre de l'Assemblée nationale. Réponse du président de cette Assemblée. Discussion publique en faveur de l'émancipation. Publication d'écrits en ce sens à Saint-Domingue. Vive opposition des planteurs. Désunion. Attentat juridique. Germe de la haine des hommes de couleur contre les Blancs. Source des maux de la colonie. Premier symptôme d'insurrection, de la part des hommes de couleur des quartiers de l'Artibonite et des Vérettes. Répression de ce mouvement. Décret du 8 mars. Résultat fâcheux de ce décret. Aucune des guerres auxquelles j'ai pris part dans 17 campagnes actives n'est aussi peu connue que celle dont j'entreprends d'explorer rapidement l'histoire pendant une période de 12 ans, afin de pouvoir présenter dans tout leur jour les circonstances difficiles contre lesquelles a lutté la valeureuse armée de Saint-Domingue sous les ordres du général en chef et capitaine général Leclerc. Lorsque cette armée, dont je faisais partie, aborda les terres de l'ancienne reine des Antilles, tout y était nouveau pour moi, la nature, les choses et les hommes. Les drames sanglants dont je recueillais le souvenir, ceux dont j'allais être le témoin, me donnèrent le désir de rassembler des documents pour servir à l'histoire de ces scènes lointaines, quoique bouillant de jeunesse et absorbé des détails de mon état. J'étais alors chef de l'état-major général de la plus grande division de l'expédition. J'interrogeais, je comparais, je pris des notes et fus placé par le sort des armes dans la position la plus favorable pour le but que je me proposais. J'eus l'occasion de puiser à la source des renseignements. La blessure que je reçus en débarquant au Port-au-Prince me donna le temps de feuilleter les archives de Toussaint Louverture. Elles étaient restées intactes, rien n'en avait été distrait, parce que les ordres donnés pour les brûler à notre approche n'avaient pu recevoir leur exécution. J'ai remis au général Leclerc une foule de documents curieux dont la publicité ajouterait aujourd'hui à l'intérêt de mes récits. Si ces documents ont fait partie de l'héritage de ce général, ils peuvent un jour être connus. Leur publicité, qui exciterait l'étonnement, ferait rougir la politique. Grâce à mes fonctions de chef d'état-major général, je fus chargé des négociations et voies de conciliation qui entraînèrent les redditions de l'Ouest et du Sud et la défection des 3/4 de l'armée de Toussaint Louverture. Ces grands résultats eurent une influence majeure pour toute la colonie. En traitant avec les chefs de couleur de cette époque, j'appris à les connaître tous. Mes notions étaient si précisées que si elles eussent servi de régulateurs dans les actes du temps, la France et l'humanité n'auraient pas tant à gémir sur les pertes qu'elles déplorent. J'avais été trop heureux dans mes transactions politiques. L'infortune m'attendait dans ce qui m'était personnel. Je fus victime à l'île de la Tortue d'un désastre qui coûta la vie à tout ce qui m'entourait. J'y perdis un de mes frères, que l'aimable chevalier de Parny avait distingué comme la candeur et la loyauté personnifiées. Mes regrets furent si vifs que ma raison éloignait les souvenirs qui se rattachaient à cette perte cruelle. Le temps, qui ne guérit point la douleur, mais qui apprend à la supporter, m'a enfin permis de tourner mes regards vers le passé. J'ai revu mes papiers de Saint-Domingue. En parcourant les notes qui me restent, j'ai reconnu que ce que j'étais à même de publier, quoique n'ayant pas toujours l'intérêt de la nouveauté, aurait un grand fond d'utilité publique. Parce que l'histoire étant le rudiment de la politique, la connaissance exacte des événements passés ne peut qu'être utile au gouvernement pour méditer désormais ses actes de conduite avec Haïti. Je n'ai choisi dans un chaos d'événements que les faits les plus saillants parmi ceux qui s'éloignent de nous. Ce sont des jalons que j'ai plantés pour tracer le fil des enchaînements historiques. Je me suis étendu sur la nature des premières divisions intestines parce que ces divisions ont été la cause des événements subséquents. Je suis aussi entré dans des détails particuliers sur le caractère de Toussaint Louverture et du général Rigaud, parce que le génie de ces deux premiers chefs de couleur plane encore à Saint-Domingue. C'est leurs errements qu'ont suivi les hommes placés par les événements à la tête des nouveaux corps politiques d'Haïti. Avec plus de franchise et de rudesse, Christophe a marché sur les traces de Toussaint Louverture. Pétion, adoptant les principes républicains de Rigaud, son ancien général, a su les faire goûter partout ce qu'il y avait d'instruit à Saint-Domingue en se couvrant,
au milieu des passions déchaînées, d'un vernis séduisant de douceur et de justice. En me rapprochant de l'époque de notre expédition, j'ai encore laissé voir davantage la lumière des antécédents. J'ai narré avec plus de développement les faits auxquels j'ai participé. Je me suis arrêté aux circonstances pénibles qui ont suivi la mort du capitaine général Leclerc, parce que les récits que j'ai faits jusque-là m'ont paru suffire pour faire connaître les hommes nouveaux dont j'ai voulu esquisser la physionomie et pour faire comprendre la cause réelle d'une suite d'événements aussi obscurs que diffus. Plus jaloux de laisser des matériaux à l'histoire que d'obtenir un succès littéraire, chaque fois qu'un document officiel que j'ai reconnu vrai a pu faire marcher ma narration, j'en ai préféré le texte littéral aux commentaires sous lesquels j'aurais pu le déguiser. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai quelquefois conservé les expressions des rapports dont je n'ai emprunté que des fragments. Entraîné par le sujet que j'avais à traiter, j'ai souvent dû écrire avec chaleur, mais j'ai toujours écrit sans passion comme sans préjuge. Si j'ai fait entrer dans mes récits des anecdotes particulières, je n'ai eu pour but que de colorer les faits afin de mieux faire saisir la vérité historique et de donner naissance aux observations qui en dérivent. J'ai l'entière conviction que si un ouvrage semblable au mien eût été fait il y a 15 ans, la France n'aurait pas perdu sa puissance, ses enfants et ses trésors sur un sol qui lui est échappé et sur laquelle elle régnerait encore. Un publiciste a dit avec raison qu'une colonie est, dans l'ordre politique, ce qu'est un enfant dans l'ordre civil. Si, dans le moment où la nature l'émancipe, ses parents continuent à exercer les mêmes droits, cette autorité qui paraissait douce à l'enfant quand il était faible, lui paraît un joug insupportable quand il est fort. Tel était l'état moral et politique de Saint-Domingue avant la Révolution. Sa grande population, son éclatante prospérité, la profusion de ses richesses avaient amené la virilité de cette colonie. La facilité qu'avaient ses habitants de s'affilier en France avec ce que la cour avait de plus brillant leur donnait une familiarité et une assurance difficiles à manier pour des agents salariés dont l'autorité venait d'outre-mer. Il importait donc d'avoir l'air de la rendre locale pour y intéresser toutes les prétentions, et il fallait pour cela augmenter considérablement les fonctions et les emplois secondaires. Du moment où les agents de la métropole ne pouvaient plus substituer la persuasion à l'Empire et devaient exiger l'obéissance au lieu d'obtenir une déférence volontaire, il était temps de garantir les intérêts de la mère patrie en apportant des modifications au régime colonial. Référence: Annales politiques, civiles et littéraires du XVIIIe siècle, par Linguet, en l'an 1789. La meilleure de ces modifications, pour Saint-Domingue, était d'accorder à ses habitants les moyens de s'administrer, de se taxer et de se juger eux-mêmes, puisque leur fierté naturelle ne pouvait plus se résoudre à plier devant des autorités qui leur paraissèrent étrangères parce qu'elles n'étaient point créoles. Malheureusement, on ne le fit point. La suspicion remplaça la confiance, les droits du pouvoir furent contestés, les prétentions locales s'étendirent et l'obéissance ne fut plus passive. Elle n'aurait pas cessé de l'être si une masse d'intérêts particuliers, dans des concessions subalternes, eût prêté son appui au pouvoir des fonctionnaires. Les cris de toutes les prétentions partirent de la colonie du moment où il fut question en France de doléances et de réformes. Les grands planteurs, qui résidaient à Paris pour y jouir de leurs richesses, formèrent une société sous le nom de Club Massiac, qui s'empressa d'ajouter ses clameurs à celles de la colonie. De toutes parts, l'empressement fut général pour dénoncer l'autorité des agents de la métropole. Dans ce concert presque unanime de plaintes, les hommes libres de couleur restèrent seuls modérés, et par des ménagements étudiés, parvinrent à attirer sur eux la confiance et l'intérêt des fonctionnaires. Tant que les plaintes de la colonie étaient restées circonscrites dans ces cahiers de doléances, le germe des passions n'avait pas sensiblement fermenté. Le feu n'en couvait pas moins sous la cendre. La correspondance du club Massiac souffla et alluma l'incendie. Elle excita les colons, qui n'y étaient déjà que trop disposés, à arguer de leurs droits, à se méfier des actes de l'autorité et à s'occuper par eux-mêmes de leurs intérêts administratifs et politiques. Par suite de ces insinuations, il se forma à Saint-Domingue un comité, ignoré d'abord de tous ceux qui n'y furent pas admis comme membres. Ce comité tint des séances secrètes, dans la juste crainte d'exciter l'inquiétude du gouvernement colonial. Lorsque les chefs de ce gouvernement, qui,
résidaient au Port-au-Prince en eurent à connaissance les ramifications du comité avaient pullulé de telle manière qu'une ordonnance fut publiée pour faire défense express de s'assembler plus de 5 personnes à la fois. Le mal était déjà trop général, c'était vouloir refouler le cours d'un torrent. Le débordement n'en fut que plus terrible. Référence: Histoire des désastres de Saint-Domingue, publié en l'an 3 ou 1795, à la page 159. Toute retenue fut rompue à la nouvelle de la prise de la Bastille. L'ivresse de l'enthousiasme fut portée au délire. Sans distinction de classe ni de couleur, sans mesurer la profondeur du gouffre qui s'ouvrait dans l'avenir, on s'électrisa au nom de la liberté et de l'égalité. On saisit avec transport l'espoir d'une régénération qui devait humilier les agents de l'Ancien Régime. Mais personne, assurément, ne pensait alors que la Révolution accorderait un jour aux esclaves ces mêmes droits de l'homme pour lesquels des maîtres presque absolus donnaient au essor à leur exaltation. Cette exaltation, quoique étrangère aux principes qu'on poursuivait en France, n'en était pas moins vive à Saint-Domingue. Un intérêt puissant y enivrait les novateurs. On s'y livrait avec délice à l'idée que la Révolution allait fournir les moyens de s'emparer du nouveau gouvernement, et cette idée réjouissait le cœur de ceux qui avaient soif de l'autorité. Le nombre en était grand dans la colonie. Chacun espérait trouver, dans les circonstances nouvelles, un moyen facile d'envahir une portion de l'autorité publique. C'était le seul désir qui pût flatter des maîtres absolus qui avaient à profusion toutes les aisances de la vie. L'espoir seul des emplois explique l'unanimité des premiers sentiments que fit éclater la Révolution parmi les riches créoles. La ville du Cap, qui par ses richesses donnait le ton au reste de la colonie, entreprit la première d'attaquer ouvertement l'autorité du gouvernement, rendue déjà chancelante par la formation des comités qui avaient lieu sur tous les points. Elle fit partir une députation pour aller au Port-au-Prince demander compte de sa gestion à l'intendant de la colonie, M. de Barbé-Marbois. Cet administrateur avait eu un conflit d'autorité avec M. Duchilot, à la suite duquel ce gouverneur avait été rappelé. Son successeur, le comte de Peigné, averti à temps de la démarche de la ville du Cap, engagea M. de Barbé-Marbois à ne point attendre cette dangereuse visite et pour ne pas commettre l'autorité, l'intendant de la colonie s'embarqua à la hâte sur la corvette l'Ariel. Comme on exagère ce qu'on imite, les phases de la Révolution eurent leur réflexion à Saint-Domingue avec l'intensité d'un miroir ardent. Les couleurs nationales, qui avaient été prises en France avec ivresse, furent arborées avec fureur sous le ciel des Antilles. Un habitant des Caïs ayant répondu, par des propos injurieux à la Révolution, aux reproches qu'on lui faisait de se montrer dans un lieu public sans la nouvelle cocarde, fut incontinent tué d'un coup de pistolet et sa tête promenée au haut d'une pique sans que les autorités voulussent ou pussent s'y opposer. La résolution ayant été prise d'assimiler les milices aux gardes nationales de France, le service de la milice, qu'on avait considéré jusque-là comme une corvée, devint une manie. Chacun courut se faire inscrire. On s'enrégimenta de tous côtés. La rivalité des uniformes, l'amour-propre des préférences, l'espoir des grades, l'envie des décorations militaires échauffèrent toutes les ambitions. Ce n'était plus assez d'être officier, colonel, général. On aspirait partout au plus haut grade dont on eut connaissance dans la colonie. Chaque commandant de garde nationale dans les villes voulut être et prit le titre de capitaine général. Référence: 1. Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, par Garand-Coulon, tome 1er, à la page 74. L'engouement militaire devint encore plus épidémique quand on apprit que le service de simples soldats comptait dans les prétentions à la croix de Saint-Louis. Partout l'on dressa des états de service, et bientôt une irruption de croix de Saint-Louis inonda la colonie, sans profit pour le gouvernement qui, avec de l'adresse, aurait pu par ce moyen tirer un grand parti de la vanité créole. Pour achever de se donner l'allure militante, on rêva des expéditions. On répandit le bruit qu'un complot exécrable, tramé par les autorités, devait anéantir la colonie. On publia au Cap que 3000 Noirs, révoltés, se disposaient à saccager la ville et étaient rassemblés dans le morne qui la domine. Un fort détachement de garde nationale s'y porta à l'instant, et ce détachement, après une course pénible, rentra en ville avec un volontaire blessé à mort. Non par les révoltés, il n'en existait point encore, mais par ses propres camarades. Quelque barbare que soit la multitude,
Elle compare et finit par réfléchir. Sous ce rapport, il était aussi dangereux qu'un politique de suggérer aux esclaves de mauvais desseins. La conséquence ne s'en releva que trop par la suite, quand au moment de l'insurrection des Noirs, on vit ceux qui avaient servi de guide dans cette folle équipée devenir les premiers chefs de la révolte. Référence: Histoire de la résolution de Saint-Domingue, par M. Dalmas, tome 1er, à la page 54. Lorsqu'on avait appris à Saint-Domingue la formation des clubs en France, maigres les défenses formelles du gouvernement colonial, de nombreuses sociétés populaires y avaient à la fois avoué leur existence et proclamé leur juridiction inquisitoriale. Celles qui prirent le titre de comités provinciaux prétendirent de suite ouvertement à la direction des affaires et au contrôle supérieur des actes de l'administration. Entravés dans leurs actions et pour sortir de l'isolement où ils se trouvaient placés, les fonctionnaires publics voulurent s'attacher une masse de gens dévoués et songèrent sérieusement à élever de nouvelles prétentions contre celles qui les pressaient. Les sans-mêlés et la classe entière des affranchis avaient affecté de ne point prendre part aux réclamations qui avaient attaqué les anciens droits de l'autorité. Les affranchis de Saint-Domingue, comme ceux d'Athènes et de Rome, n'avaient pour droit politique que le droit de propriété et de domicile. Ils touchaient à la classe des citoyens par la liberté et à celle des esclaves par le peu de considération dont ils jouissaient. Dès que les fonctionnaires de la colonie eurent de connaissance de la Déclaration des droits de l'homme, ils pensèrent à y faire participer, sans restriction, la classe des sans-mêlés, qui n'avait cessé jusque-là de leur témoigner des égards. Ils s'étudièrent à faire comprendre, en France, que cette caste possédant le tiers des fonds territoriaux et le quart des valeurs mobilières, d'ailleurs égales en population à celle des Blancs, était la meilleure digue qu'on pût à la fois opposer à l'orgueil oligarchique qui contrariait l'administration et aux insurrections de l'esclavage qui pouvaient dans l'avenir menacer la colonie. Des hommes de couleur furent autorisés en même temps à passer sur le continent pour y plaider leurs intérêts. Ils furent admis le 22 octobre à présenter leur cahier de doléances à l'Assemblée nationale. Suivant les ordres de leurs commettants, après avoir lu leur adresse, ils déposèrent 6 millions sur l'autel de la patrie en annonçant que leur caste était prête à donner le 5e de ses biens pour hypothéquer la dette nationale. Le président de l'Assemblée répondit à ses commissaires qu'aucune partie de la nation ne réclamerait vainement ses droits auprès de l'Assemblée des représentants du peuple français. Il y avait à cette époque, dans les esprits, une effervescence tendant à leur faire saisir avec avidité toutes les réformes qui semblaient consacrer des principes de droit public. C'est dans ces conjonctures que Lord Stanhope, les docteurs Price et Priestley, M. Sharp, Slade, Clarkson et Wilberforce, qui depuis plusieurs années formaient une association philanthropique sous le nom d'Amis des Noirs, venaient d'agiter dans le Parlement d'Angleterre la grande question relative à l'état des esclaves. Le brandon de cette question porta chez nous l'incendie. À l'imitation de l'Angleterre et des États-Unis, il s'était formé à Paris, dès 1787, une société d'amis des Noirs, à la tête de laquelle brillait une foule d'hommes marquants, tels que les Brissot, les Pétion, les Mirabeau, les Glavière, les Condorcet, etc. Les raisons de convenance et d'intérêt national furent écartées dès que les discussions du Parlement anglais se popularisèrent. Ces discussions, provoquées par la politique du ministre Pitt, dont M. Wilberforce était l'ami, n'aboutirent chez nos voisins qu'à une loi d'humanité dans le transport des esclaves, et non à l'abolition de la traite. Elle fut au contraire encouragée, et l'Angleterre exporta cette même année, à elle seule, autant d'esclaves que le reste de l'Europe, comme le prouve le relevé fourni par le commerce de Liverpool aux membres du Conseil privé. Nombre des esclaves exportés en 1789. Par les Anglais, 38 000. Par les Français, 20 000. Par les Hollandais, 4 000. Par les Danois, 2 000. Par les Portugais, 10 000. Total des Noirs arrachés à l'Afrique par la traite, 74 000. Référence: Histoire des Indes occidentales, par Brian Edwards, à la page 204, édit de 1804. Tandis que les Anglais, après avoir fait étalage de principes philanthropiques, se taisaient et continuaient à agir en marchant, les Français poursuivaient avec enthousiasme et de bonne foi une discussion qui compromettait la vie des colons et les plus chers intérêts du commerce. Une question qui intéressait si éminemment la raison d'État s'était propagée en France avec rapidité. Elle avait passé dans la bouche de tout le monde
C'était colporter des clubs dans les carrefours, et des carrefours s'élevaient jusqu'à la tribune aux harangues. Tout ce qu'il y avait alors d'hommes ardents pour la liberté approuvait sans restriction le projet philosophique de l'émancipation des esclaves. Dans la discussion qui s'ouvrit à cette occasion le 4 décembre, un des membres les plus distingués de l'Assemblée nationale, Monsieur le comte Charles de Lameth, formé à l'école des Franklin et des Washington, s'écria avec un désintéressement remarquable: « Je suis un des plus grands propriétaires de Saint-Domingue, mais je vous déclare que, dussé-je perdre tout ce que j'y possède, je le préférerais plutôt que de méconnaître des principes que la justice et l'humanité ont consacrés. Je me déclare et pour l'admission des sans-mêlés aux assemblées administratives et pour la liberté des Noirs. » L'idée de telles innovations, en effrayant les intérêts des grands planteurs, irrita leurs préjugés et rendit plus vive la haine qu'ils portaient aux fonctionnaires. Cette haine n'avait d'abord été que de la jalousie. Elle devint de la rage du moment où le projet d'une première émancipation se discuta, et par un abus singulier des choses et des mots, les mêmes hommes qui s'étaient empressés d'affecter l'exagération pour les principes du droit de l'homme et du citoyen osaient, en contradiction de ces mêmes principes, traiter d'aristocrate quiconque voulait, à Saint-Domingue, invoquer l'égalité des droits pour les hommes de couleur déjà libres. Ces controverses, en enflammant toutes les passions, devaient nécessairement amener des désastres. Chacun les présageait et en rejetait la cause sur l'esprit du système qu'il combattait. Les premiers écrits qui furent émis dans la colonie en faveur de l'émancipation des sans-mêlés firent éclater l'orage. Ils coûtèrent la vie à leurs auteurs avec des circonstances qui prouvent jusqu'où peut aller l'égarement de la fureur lorsqu'on attaque de grands intérêts et qu'on blesse en même temps l'orgueil des préjugés. Un homme de couleur, nommé Lacombe, fut pendu au cap pour avoir fait une pétition preuve, dans laquelle il réclamait les droits de l'homme. Les soi-disant patriotes coloniaux traitèrent des cris d'incendiaires, et pour en établir là, ils prétendirent qu'il n'était point conçu dans le style ordinaire des pétitions, parce qu'il commençait par ces mots « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Référence, Débat des colonies, tome 3, aux pages 73, 76 et 77. À la même époque, les sans-mêlés du Petit Goave présentèrent une pétition aux habitants qui étaient réunis pour nommer des députés à l'Assemblée électorale de l'Ouest. Dans cette pétition, conçue dans les termes les plus modérés, ils ne demandaient point l'égalité des droits, mais seulement quelques améliorations à leur état, et la faculté d'envoyer un d'entre eux à l'Assemblée de la province. On arrêta sur le champ les pétitionnaires, et on les força par des menaces à nommer le rédacteur de leur pétition. C'était M. Ferrand de Baudière, sénéchal du lieu, qu'on venait de désigner pour électeur. Sans égard pour sa magistrature ancienne et ses fonctions nouvelles, qu'il devait à ses qualités personnelles, on le réunit en prison aux hommes de couleur pétitionnaires, et le comité du lieu commença une espèce d'enquête populaire en forme de procédure. L'instruction n'en fut pas longue. Les habitants de la plaine arrivèrent en tumulte au Petit Goave et sommèrent le comité de prononcer sans désemparer. Le président du comité, après quelques hésitations, ayant répondu à cet attroupement qu'il croyait le sénéchal coupable, ce vieillard infortuné fut arraché de sa prison, et sans autre forme de procès, le bourreau lui trancha publiquement la tête. Ses restes inanimés furent outragés, et sa tête fut promenée dans la ville au bout d'une pique. Les instigateurs de cette sanglante catastrophe, satisfaits par le sang de cette victime, remirent comme une grâce la vie aux 27 signataires de la pétition, en exigeant toutefois leur éloignement et leur exil. Ces attentats juridiques devinrent le germe de la haine des hommes de couleur contre les Blancs. Tout tendait à en augmenter les ferments et les actes fougueux de chaque jour, et les agents secondaires qu'on employait pour les produire. Référence, Débat des colonies, tome 1er, aux pages 84, 104, etc. Tome 2, page 200, etc. Tome 3, à la page 86, etc. Ces agents étaient, pour la plupart, les hommes qu'une simple procuration investissait des droits et prérogatives des grands planteurs. C'étaient aussi ces gérants ou économes d'habitation, accoutumés à faire gémir les Noirs sous leur fouet et qui croyaient d'autant plus plaire à leur maître qu'ils faisaient trembler davantage les esclaves qui leur étaient confiés. À ces deux classes dures et avides se rattachaient les hommes sans existence, qui fuyaient quelquefois l'Europe pour des crimes, et qui, grâce à leur épiderme blanc,
étaient étonnés de retrouver sous le ciel des Antilles la considération qu'ils ne méritaient plus. La qualification générique de petits blancs désignait tous ces individus. Les Noirs avaient pour eux une haine d'instinct, mais les sans-mêlés, chez qui l'éducation développait le sentiment gradué des convenances, avaient né pour les petits blancs un mépris raisonné, parce qu'ils les voyaient réellement ce qu'ils étaient, ou des aventuriers cherchant fortune, ou des salariés à gages, et souvent même des hommes dégradés. Ils refusaient d'indignation les égards exigés par les préjugés de la couleur. Alors les petits blancs les réclamaient par des vexations et des outrages. C'est dans ces sentiments haineux que la divergence des opinions a toujours trouvé de puissants auxiliaires. Au lieu de calmer les irritations, chaque parti s'est étudié constamment à les fomenter, dans l'espoir d'en tirer profit. Ces instigations réciproques, qu'on n'a jamais osé avouer et qui cependant n'ont jamais été clandestines, ont formé le gouffre immonde et profond d'où sont sortis les excès et les maux qui ont désolé Saint-Domingue. Les sans-mêlés étaient généralement riches comme propriétaires ou comme maîtres artisans. Plus l'exigence insolente des petits blancs, adroitement excités, leur prodiguait de vexations, plus ils apprenaient à connaître la rigueur de leur sort. Quand ils sentirent le joug de la populace, leur assujettissement cessa d'être patient. Oubliant l'affiliation de leur origine avec l'espèce blanche, ils s'indignèrent devant leurs anciens et nouveaux tyrans, et leurs plaintes, mal contenues, ne servirent généralement qu'à leur attirer de nouveaux outrages. Si, dans quelques paroisses du Nord, les hommes libres de couleur furent appelés aux assemblées primaires, ils furent reconnus inhabiles à exercer les droits de citoyens par toutes les villes dans lesquelles résidait la masse des petits blancs. Cet esprit exclusif des villes gagna peu à peu les campagnes. Par imitation, les petits blancs, répartis sur les habitations et dans les tinrent à orgueil, de former des assemblées d'où les riches propriétaires dont le sang était mélangé furent exclus. L'Assemblée électorale de l'Ouest déclara même que les sans-mêlés ne seraient admis à prêter le serment civique qu'en ajoutant à la formule générale la promesse du respect envers les Blancs. Ceux des quartiers l'Artibonite et des Vérettes se refusèrent à cette obligation. Ils étaient riches et nombreux. Ils prirent les armes et appelèrent à l'appui de leur cause tous les sans-mêlés de la colonie. Cet appel intempestif n'eut aucun résultat. C'était plutôt le premier symptôme d'une indignation avouée que l'explosion d'un mouvement combiné. L'alarme n'en fut pas moins générale. Le Cap et toutes les villes envoyèrent à Saint-Marc l'élite de leur garde nationale. À l'approche de ces détachements, l'attroupement qui s'était fait d'acclamations et sans ensemble médité se dissipa sans coup férir. Tout finit par la fuite des chefs et par quelques arrestations. Au milieu des clameurs et des passions, le triomphe fut aussi généreux que la victoire avait été facile. Cette modération spontanée, à laquelle personne n'avait lieu de s'attendre, eut des causes qu'il importe de faire connaître. Les intrigues des petits blancs commençaient à dépasser ce qu'on s'était proposé de leur intervention. Ces hommes, autrefois respectueux devant les planteurs, n'avaient été qu'un instant flattés d'être traités par eux en égaux, parce qu'ils entrevoyaient, dans un système général de révolution, la possibilité de devenir fonctionnaires et maîtres. Aussitôt leur ambition s'était accrue, et déjà leurs prétentions effrayaient à juste titre ceux qui les avaient mises en jeu et ceux qu'elles menaçaient. Les colons et les fonctionnaires sentirent la nécessité de se rapprocher et de ne point écraser une masse de propriétaires comme celle des gens de couleur. C'est cet intérêt du moment qui fit qu'on ne s'emporta pas dans la répression du mouvement des Vérettes. La modération dont on usa dans cette crise laissa entrevoir le fruit qu'aurait porté l'accord bien entendu d'un intérêt commun entre les propriétaires de toutes les couleurs. La bienveillance des Blancs eût excité la reconnaissance des hommes de couleur, et la vive reconnaissance de ces hommes neufs, cumulée avec la force de leurs propres intérêts, eût formé la digue que la colonie régénérée aurait élevée contre les débordements qui l'ont engloutie. Il ne devait point en être ainsi dans le livre des destinées. Un décret de l'Assemblée nationale vint rallumer les haines. Sa rédaction ambiguë laissait à la fois le vague de l'espérance aux concessions et aux prétentions. L'Assemblée, incertaine entre les plaintes et les alarmes que prétextaient tous les partis, ne sut pas dire ce qu'elle voulait. Ces discussions polémiques et ces ménagements étudiés aigrirent les esprits et détruisirent les rapprochements commencés. L'Assemblée nationale déclara, le 8 mars, que considérant les colonies comme une partie de l'Empire français et désirant les faire jouir des fruits de l'heureuse régénération qui s'y est opérée, elle n'a cependant jamais entendu
les comprendre dans la constitution qu'elle a décrétée pour le royaume, et les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières. En conséquence, elle rendit le décret suivant. Article 1er. Chaque colonie est autorisée à faire connaître son vœu sur la Constitution, la législation et l'administration qui conviennent à sa prospérité et au bonheur de ses habitants, à la charge de se conformer aux principes généraux qui lient les colonies à la métropole et qui assurent la conservation de leurs intérêts respectifs. Article 2. Dans les colonies où il existe des assemblées coloniales, librement élues par les citoyens et avouées par eux, ces assemblées seront admises à exprimer le vœu de la colonie. Dans celles où il n'existe pas d'assemblée semblable, il en sera formé incessamment pour remplir les mêmes fonctions. Article 3e. Le roi sera supplié de faire parvenir dans chaque colonie une instruction de rassemblée nationale renfermant. Article 3.1. Les moyens de parvenir à la formation des assemblées coloniales dans les colonies où il n'en existe pas. Article 3.2. Les bases générales auxquelles les assemblées coloniales devront se conformer dans les plans de constitution qu'elles présenteront. Article 4. Les plans préparés dans les dites assemblées coloniales seront soumis à l'Assemblée nationale pour être examinés, décrétés par elle et présentés à l'acceptation et à la sanction du roi. Article 5. Les décrets de l'Assemblée nationale sur l'organisation des municipalités et des assemblées administratives seront envoyés aux dites assemblées coloniales, avec pouvoir de mettre à exécution la partie des dits décrets qui peut s'adapter aux convenances locales, sauf la décision définitive de l'Assemblée nationale et du roi, sur les modifications qui auraient pu y être apportées, et la sanction provisoire du gouverneur pour l'exécution des arrêtés qui seront pris par les assemblées administratives. Article 6. Les mêmes assemblées coloniales énonceront leurs vœux sur les modifications qui pourront être apportées au régime prohibitif du commerce entre la colonie et la métropole, pour être, sur leur pétition, et après avoir entendu les représentants du commerce français, statués par Assemblée nationale, ainsi qu'il appartiendra. Ce décret donnait trop de latitude aux espérances créoles pour ne pas effrayer les hommes de couleur sur les réserves attribuées aux assemblées coloniales. Les commissaires qu'ils entretenaient à Paris adressèrent de justes plaintes à l'Assemblée nationale et déclarèrent, dans des termes respectueux mais énergiques, que si-t-on refusait justice à leur caste, le désespoir pourrait la porter à des extrémités fatales qui, dans ce cas, seraient sa dernière ressource. Le comité colonial de l'Assemblée nationale aurait dû satisfaire à ces réclamations par de légères concessions et annoncer franchement la volonté souveraine de la France. Il s'étudia, au contraire, à dresser avec ambiguïté des instructions pour prescrire le mode de la formation de l'Assemblée coloniale de Saint-Domingue, l'étendue de ses fonctions et de celles des agents du pouvoir exécutif, en soumettant l'exercice du droit de cité dans la colonie à peu près aux mêmes conditions que dans la métropole. Il ne fit aucune distinction entre les Blancs et les hommes de couleur, il n'osa pas même parler des uns et des autres, et se contenta de dire dans l'article 4 de ses fameuses instructions du 28 mars, cause de tant de désastres, qu'immédiatement après la proclamation du décret et de l'instruction, toutes les personnes âgées de 25 ans accomplis, propriétaires d'immeubles ou, à défaut d'une telle propriété, domiciliées dans la paroisse depuis 2 ans et payant une contribution, se réuniraient pour former l'Assemblée provinciale. Dans un pays où le préjugé de la couleur était encore en vigueur, la rédaction de cet article n'était pas assez nette ni assez claire. La preuve qu'elle allait ouvrir un vaste champ aux interprétations, c'est que, dans l'Assemblée nationale même, elle donna lieu à des réclamations. Plusieurs députés de Saint-Domingue à cette assemblée demandèrent explicitement que les hommes de couleur fussent d'un nommément exclus de la classe des citoyens actifs, que c'était là le vœu précis de leur commettant. M. Regnault et de Dillon soutinrent le contraire et attestèrent que les hommes de couleur, contribuables, jouissaient à Saint-Domingue du droit de cité. Dans le doute de ces assertions contraires, l'abbé Grégoire demanda qu'on insérât expressément dans l'article 4 des instructions que les hommes de couleur qui rempliraient les conditions qu'il exigeait jouiraient des droits politiques concurremment avec les colons blancs. M. Barnave, rapporteur du comité colonial de l'Assemblée nationale, et plusieurs députés des colonies à cette assemblée, répondirent à l'abbé Grégoire que c'était le résultat nécessaire de l'article, qu'on ne devait pas y mettre une énonciation qui pourrait faire supposer que le droit des hommes de couleur était contestable et contesté. Référence
Rapport de M. Garand-Coulon sur les troubles de Saint-Domingue, tome 1er, à la page 137 et suivante. Fin du chapitre 1. Révolution de Saint-Domingue. Remarque. Si, dans le moment où la nature l'émancipe, ses parents continuent à exercer les mêmes droits, cette autorité qui paraissait douce à l'enfant quand il était faible, lui paraît un joug insupportable quand il est fort.